le 1er décembre 2018. Les images de vidéosurveillance montrent Grace, 22 ans, et son rendez-vous Tinder, Jesse, en train de se préparer à quitter un bar où ils s'étaient rencontrés quelques heures plus tôt. Déjà, il s'apprête à se rendre chez lui. De l'extérieur, tout semblait parfaitement se passer, si bien que, peu après, on les voit se diriger vers un hôtel voisin et monter jusqu'à la chambre de Jesse. Personne n'aurait pu s'attendre à ce que ce soit la dernière fois que Grace serait vue vivante. Le lendemain était son anniversaire, et personne n'a réussi à la joindre de toute la journée. Il en a été de même les jours suivants. C'était comme si elle avait disparu de la surface de la Terre. Ses amis et sa famille ont rapidement signalé sa disparition, mais sans résultat. Pendant ce temps, Jesse a été filmée par les caméras de surveillance, allant et venant, montant et descendant dans l'ascenseur, en transportant des produits de nettoyage et ce qui semblait être une valise. Une valise dont le contenu allait choquer tout le monde au plus profond. Et ce qui est encore pire, c'est que le tueur avait déjà un autre rendez-vous prévu. Si la police n'intervient pas et ne l'arrête pas rapidement, cette jeune femme, ainsi que d'innombrables autres, pourraient devenir victimes de ce même homme. Raconte-moi ce qui s'est passé samedi dernier. Depuis le début ? Oui, à 17h37, le 1er décembre 2018, Grace, qui venait de terminer un voyage en sac à dos de l'Angleterre à la Nouvelle-Zélande, quitte son hébergement pour rencontrer Jesse. Pendant ce temps, Jesse prend des verres avant le rendez-vous dans un bar local, en enchaînant plusieurs bières avant que le rendez-vous ne commence. En fait, lorsqu'il quitte le bar, on peut encore voir au moins 4 bouteilles vides sur la table. Il se retrouve dans un lieu très fréquenté, où il y a beaucoup de monde, ce qui fait que Grace se sent en sécurité en rencontrant son rendez-vous pour la première fois. Mais ce ne sera qu'un faux sentiment de sécurité, car Jesse n'a aucunement l'intention de tenter quoi que ce soit en public. Il va attendre qu'il soit seul. Ne se doutant de rien, Grace accompagne Jesse dans un bar où ils boivent ensemble pendant plus d'1 heure, avant de se rendre à un bar mexicain à 19h15 pour prendre d'autres verres, puis dans un autre bar nommé Bluestone Room vers 20h30. C'est là que Jesse tente sa chance et essaie de se rapprocher un peu plus de Grace. À 20h54, ils partagent leur premier baiser. C'est à ce moment-là que Jesse part aux toilettes et que Grace envoie son tout dernier message à quelqu'un, disant à ses amis que tout se passe à merveille et qu'elle s'entend tellement bien avec lui qu'elle est probablement impatiente de passer la nuit avec un homme qu'elle aime vraiment. Elle n'aurait jamais pu imaginer qu'au lieu de cela, il allait mettre fin à sa vie de l'une des façons les plus horribles possibles. Le lendemain matin, le téléphone de Grace commence à recevoir une avalanche de messages. C'est son anniversaire et de nombreux amis veulent lui envoyer leurs vœux. Chacun de ces messages reste sans réponse. Le premier signe que quelque chose ne va pas apparaît à 8h du matin lorsque Jesse entre dans le même ascenseur, cette fois seul, en lançant un regard suspect vers la caméra. Si vous pensez qu'il est simplement en train d'aller chercher un café matinal pour la jeune femme dont c'est l'anniversaire, détrompez-vous. Au cours de la nuit, Jesse a tué Grace par strangulation. Désormais, il va tenter de faire tout ce qu'il peut pour dissimuler son crime et il doit agir vite car il a déjà une autre victime potentielle en vue. À 8h07, Jesse se trouve en ville et s'apprête à entreprendre l'une des virées shopping les plus inquiétantes qui soient. Il commence dans un magasin sur Elliott Street où il achète une valise dans laquelle il prévoit de cacher le corps de Grace. Il vérifie la largeur et la profondeur de la valise pour s'assurer qu'elle conviendra afin de pouvoir se débarrasser de son corps avant que quiconque ne puisse le surprendre. Puis, 25 minutes plus tard, il se rend dans un autre magasin où il achète plusieurs produits de nettoyage destinés à effacer les traces de la scène du meurtre. Ensuite, il retourne à son appartement pendant plusieurs heures avant de réapparaître à 10h42. Il monte alors dans un taxi et se rend chez Apex Car Rental où il loue une voiture. Mais c'est ce qu'il fait ensuite qui est véritablement choquant et qui met une énorme pression sur la police pour découvrir et résoudre ce meurtre le plus rapidement possible. Alors que le corps de Grace repose dans l'appartement, Jesse part à un rendez-vous avec une autre jeune femme rencontrée sur Tinder. Étant donné qu'il dispose déjà de tout le matériel nécessaire pour dissimuler un corps, on suppose qu'il avait prévu qu'elle devienne sa deuxième victime de la journée. Lorsqu'il arrive au bar, Jesse porte exactement les mêmes vêtements que la veille, peut-être même ceux qu'il portait lorsqu'il a tué Grace. On ne sait pas s'il s'est montré aussi insistant dans ses premiers messages avec cette jeune femme, mais ce que l'on sait, c'est que la conversation qu'il engage avec elle durant le rendez-vous fait apparaître de nombreux signaux d'alarme et la terrifie littéralement.
Selon les informations rapportées, il aurait voulu lui parler, très rapidement, de la manière de cacher un corps à la police. Le rendez-vous prend fin aussitôt et l'instinct de cette jeune femme lui a peut-être sauvé la vie. À 20h56, on voit Jessie rapporter un équipement dans son appartement. Plus précisément, il s'agit d'un nettoyeur de moquette qu'il compte utiliser pour tenter d'effacer toute trace de la présence de Grace dans l'appartement. Il tient même 2 bidons de produits nettoyants à la main, s'assurant d'en avoir suffisamment pour accomplir la tâche. 30 minutes plus tard, on découvre le résultat de tout ce travail. Il s'apprête maintenant à dissimuler le corps. Il réapparaît dans l'ascenseur avec un chariot transportant plusieurs bagages, dont la valise qu'il a achetée plus tôt dans la matinée. Elle est beaucoup trop lourde pour être portée normalement, car à l'intérieur se trouve le corps sans vie de Grace. Bien sûr, il ne peut pas se promener dans les rues avec une telle quantité de bagages, ce qui explique précisément pourquoi il a loué une voiture. Quelques minutes plus tard, il charge tous les bagages dans le véhicule de location, prêt à faire le prochain pas dans sa tentative de dissimuler ce meurtre, en cachant le corps dans un endroit où il pense que personne ne le trouvera. Le lendemain matin, à 7h, Jessie achète une pelle et retourne à son appartement, où il récupère des vêtements qu'il apporte au pressing, détruisant ainsi d'autres preuves potentielles de son crime. Mais il ne s'arrête pas là. Il s'arrête ensuite près d'une poubelle au hasard et y jette un grand sac poubelle. Puis, Jessie emmène la voiture de location pour un nettoyage en profondeur, en portant une attention particulière à l'arrière du véhicule, là où il avait dissimulé la valise contenant le corps de Grace. Et sur ce, son travail était terminé. Pendant les 2 jours suivants, la famille et les amis de Grace traversent une période de tourmente. Personne n'a eu de ses nouvelles, elle n'a publié aucun message sur les réseaux sociaux et elle ne répond à aucun de ses 2 téléphones. Sa famille signale sa disparition à la police d'Auckland le 5 décembre. Le père de Grace, David, se rend même à Auckland et lance un appel émouvant pour le retour sain et sauf de sa fille. Grace est portée disparue depuis plusieurs jours et en tant que famille, nous sommes extrêmement inquiets pour sa sécurité. Nous demandons à toute personne ayant vu, parlé à ou été en contact avec Grace de se manifester et de contacter l'équipe d'enquête. Avec une couverture médiatique aussi importante à ce moment-là, Jessie a très probablement vu l'appel lancé par son père. Pourtant, les supplications de la famille sont restées sans réponse. Mais la police d'Auckland est sur le point d'utiliser différentes méthodes pour retracer les derniers déplacements de Grace et identifier le principal suspect dans sa disparition. Ils parviennent à découvrir qu'elle était en rendez-vous avec un homme mystérieux. Après avoir examiné des heures de vidéosurveillance, ils retrouvent la dernière personne avec qui elle était et remontent jusqu'à son appartement. À 15h, le 5 décembre, la police se rend à l'hôtel City Life, mais il manque presque leur suspect, qui les observe depuis le hall. Lorsqu'il s'approche de la porte d'entrée, Jessie pense que s'il s'éloigne calmement, personne ne le remarquera. Mais ces policiers aux yeux de lynx ne laissent rien passer et l'appréhendent rapidement avant qu'il ne puisse s'échapper. Après son arrestation le 8 décembre 2018, environ une semaine après la disparition de Grace, Jessie a été placé en garde à vue et interrogé par la police. Au début, il a menti aux enquêteurs, affirmant qu'il avait quitté Grace après leur rendez-vous et qu'il était rentré chez lui pour dormir. Mais les policiers avaient déjà vu les images de vidéosurveillance et ils savaient qu'il racontait des mensonges, notamment à propos de ses achats et de ses déplacements. Face à ces preuves irréfutables, Jessie a ensuite admis que Grace était morte dans sa chambre. Cependant, lors de l'interrogatoire, il a affirmé que sa mort était un accident survenu pendant ce qu'il a décrit comme une pratique sexuelle consensuelle impliquant strangulation, une défense qui a été largement critiquée et rejetée. Quelques jours plus tard, la police a retrouvé le corps de Grace dans une valise, enterrée dans une zone boisée à l'extérieur d'Auckland. Le procès de Jessie a commencé en novembre 2019. Pendant le procès, il a refusé de témoigner et a tenté de minimiser sa responsabilité, mais le jury n'a pas cru à sa version des faits. Finalement, après environ 3 semaines d'audience, il a été déclaré coupable du meurtre de Grace Millane. En février 2020, il a été condamné à la prison à vie, avec une période minimale de 17 ans avant toute possibilité de libération conditionnelle.